Bonjour à tous, dans cet enregistrement on va voir une chose qui m'arrive assez souvent quand je suis en entreprise. C'est un peu le dilemme de l'automatisation en social selling ou pas. Alors ça, pour beaucoup de personnes, ça voudrait mais je comprends pas, oui ou non. En fait, la réponse est souvent assez tranchée. Et c'est vrai que j'ai décidé un petit peu de lancer le débat en amont du Social Selling Forum qui aura lieu le 2 décembre prochain à Paris. Et donc, voilà un petit peu mon point de vue là-dessus. Alors, l'automatisation en social selling est-elle démoniaque? Est-ce le démon qui vous conseille de faire ça? C'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent parce que, par exemple, si vous êtes sur Twitter, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de gens qui automatisent et ça fait pas très beau, ça fait pas très pro, etc., etc. Et c'est un débat, moi, que je rencontre systématiquement, mais vraiment systématiquement lorsque je veux travailler dans une entreprise. À chaque fois, en fait, moi, j'ai constaté qu'il y a deux types d'organisation. D'abord, en fait, l'organisation que je caractérise surtout comme émotionnelle, c'est en fait une organisation qui pense surtout éthique, humain, qui essaie de se placer sur le haut de gamme, le relationnel. Cette entreprise, souvent, est généralement dans le haut de gamme, dans les solutions sur mesure, dans le mid-market, dans la valeur ajoutée. Et en fait, ce genre d'entreprise un petit peu refuse toute cette automatisation, dit ah non, non, mais moi, je préfère écrire le message de remerciement sur Twitter, et puis sur LinkedIn, je personnalise, j'ajoute pas en masse. Non, non, je fais vraiment de l'échange. Je fais de la publication manuelle et pas de personnalisé. Non, non, tout est fait à la mano, etc., etc. Ça, c'est vraiment typique des grandes entreprises qui vendent souvent à des grands comptes ou qui ont un marché qui est relativement restreint avec peu de clients. À l'opposé, il y a l'organisation que j'appellerais plutôt cartésienne, qui elle, en fait, c'est plutôt le type startup, c'est-à-dire qui va à l'efficacité maximale. Alors, on va essayer de faire un maximum de choses en un minimum de temps et un minimum d'efforts. On va essayer d'automatiser ce qui peut être automatisé. On joue sur le volume et puis après, sur les quelques pourcentages qui sont réactifs, on engage la conversation et on fait de la conversion. Véritablement, c'est deux grosses typologie d'entreprise. Alors bien sûr, comme je le dis, c'est un peu de la caricature. Souvent, c'est pas à ce point-là, mais vraiment, je l'ai vraiment rencontré plusieurs fois. Alors, pour moi, le débat n'existe pas. L'automatisation est vraiment devenue obligatoire jusqu'à un certain niveau. Moi, à chaque fois, je rencontre des gens qui me disent ça. Je leur dis, mais attends, quand un client t'envoie un courrier, est-ce que tu réponds encore à la main ou tu envoies un email ou est-ce que tu envoies une lettre d'appel à ordinateur? Bien entendu, on va pas écrire à la main, sauf quand véritablement on va vouloir mettre de l'émotion. Donc on va plutôt utiliser l'informatique et les outils informatiques pour automatiser un petit peu ces tâches à faible valeur ajoutée. Et à l'inverse, par contre, oui, on pourra utiliser le manuel, et comme on peut utiliser le manuel pour faire de l'émotion, moi, des fois, ça me fait plaisir, et je le fais, d'envoyer une carte personnalisée à un client ou de mettre un petit mot dans un colis, etc., etc. Et ça, c'est vrai, ça permet de créer de la surprise, créer de l'émotion, et là, vous allez créer vraiment un fan. Donc, en fait, je dis pas que l'automatisation doit remplacer tout, je dis seulement que l'automatisation est indispensable pour les tâches à faible valeur ajoutée. Ça sert à rien de tout faire à la main, et que parfois, il va falloir automatiser une partie. Alors, la question après qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut automatiser et surtout jusqu'où on va aller. En fait, c'est un petit peu le débat qu'on voit dans le référencement naturel, le Black Hat SEO, le White Hat SEO, le Grey SEO. Tout simplement, SEO, c'est se dire, ok, qu'est-ce qu'on accepte de faire, quel est le niveau de déontologie qu'on accepte et le niveau d'efficacité. Un référenceur, il pourra très bien se dire, bah attends, moi, tout ce qui est illégal, les trucs d'automatisation, etc. Maintenant, je vais pas le faire parce que moi, je fais de la valeur ajoutée. Pareil, dans le social selling, c'est la même chose. On pourra dire qu'on va pouvoir automatiser une partie, mais pas forcément tout. Alors en fait, pour cela, j'ai mis un petit questionnaire en fait en 5 points, c'est relativement simple. C'est 5 points à se poser pour savoir qu'est-ce qu'on va automatiser et qu'est-ce qu'on ne va pas automatiser. Alors le premier point qui est le plus important pour moi, c'est un petit peu l'éthique. Est-ce que l'on trouve moral ou pas de faire une action? En fait, c'est répondre à l'éternelle question, est-ce que la fin justifie les moyens?
Ça, c'est quelque chose qui, qui est quelque chose de récurrent un peu partout, en référencement, en marketing, etc. Parce que parfois la réponse peut être facile, on se dit bah non, mais en fait parfois on se rend compte qu'il y a beaucoup de belles histoires du web ou beaucoup de succès en fait qui sont arrivés sur le web avec des gens qui ont un petit peu frôlé avec la légalité. Alors à chaque fois moi je m'amuse à citer un entrepreneur français qui a comme ça commencé de manière un petit peu limite, hein, Xavier Niel, le DG de Free, hein, très connu pour avoir commencé au départ avec un turbophone, un petit outil qui lui permettait en fait de composer automatiquement des messages pour détourner les clients du 3615 ULA vers son propre service de messagerie rose. Donc en fait on voit bien que l'éthique là, bon, elle était un petit peu moyenne. Il y a des gens aussi, par exemple, dans le domaine de l'emploi, hein, je cite toujours aussi des entreprises comme Quel qui ont aspiré tous les offres, les moteurs d'emploi qui existaient sur le web pour mettre en place Quel qui centralisait tout. Airbnb, pareil, hein, ils ont diffusé de manière automatique leurs annonces sur Craigslist, un site, le premier site d'annonces américain. Donc en fait, bon, il y a l'éthique. Est-ce que j'accepte de le faire ou pas? Lié à ça, est très fortement lié, il y a le légal. Parce qu'en fait, bien sûr, il y a ce qui est autorisé par la loi, ce qui est interdit par la loi, puis il y a ce qu'on appelle souvent la zone grise, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore réglementé, qui le sera un peu plus tard, mais qui est encore ben, un petit peu limite. Par exemple, en fait, c'est là et dans le social selling, c'est la récupération des emails professionnels via LinkedIn. Alors, est-ce que ben, quand c'est ses propres contacts à soi, ça oui, je pense que on n'a pas de doute là-dessus, hein. Si des gens ont accepté d'être contactés avec vous, vous pouvez leur envoyer un message. Mais est-ce que bah, c'est autorisé ou pas d'aller entre guillemets aspirer des adresses professionnelles des gens qui sont sur LinkedIn alors que cette adresse est de type Gmail? Pareil, bah, souvent sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui réexploitent des images qui ne leur appartiennent pas. Même moi, ça m'arrive de temps en temps de prendre une illustration, une infographie qui a été faite par une entreprise. Mais bon, là, on est dans le domaine du droit intellectuel, hein. Moi, par exemple, sur les images que je mets sur mon site, hein, maintenant, de plus en plus, je les fais faire moi-même. Là, sur mon image sur le growth hacking, ben, je l'ai fait faire et j'ai mis un petit copyright conseil marketing parce que c'est mon image à moi. Alors, j'autorise de la diffusion, de la réutiliser, mais je mets quand même qui est la source. Voilà. Donc voilà, c'est aussi deux choses qui sont pas très légales, c'est les faux avis, bah, qui sont pas légaux du tout d'ailleurs. Les faux avis c'est pas légaux, c'est pas légal. Les faux profils, ça par contre, ça l'est, c'est un petit peu la zone grise. Il y a beaucoup de gens en fait qui créent à la volée plein de comptes Twitter pour faire grossir un peu leur compte ou qui achètent des vues sur YouTube ou d'autres ou des suiveurs sur Facebook et LinkedIn. Alors ça c'est une zone grise parce que bon, est-ce que c'est vraiment des choses qui sont intéressantes ou pertinentes ou pas? Voilà. Donc ça cet aspect légal est important à vérifier. Après il y a l'image. Et ça, en fait, je dis toujours, euh, construire une image, on peut y mettre des années. Même moi, avec mon blog, j'ai mis des années à construire une image de pro plutôt du bon côté de la ligne. Et ben, il suffit parfois de quelques minutes, un tweet, un message sur LinkedIn pour complètement entacher son image et la détruire. Moi, ça m'est arrivé de faire des messages automatisés et sans le vouloir, soit il y avait un bug informatique, soit il y avait une erreur dans le nom-prénom. Et là, tout de suite, ça fait robotiser. J'ai même eu une influenceuse qui m'a tagué sur Facebook en me disant voilà, ah ouais, c'est ça les messages automatisés. Bon, qui m'avait pas nommé parce qu'elle me connaissait, mais elle a mis comment dire, son message à toute sa communauté de plusieurs dizaines de personnes et il y a eu un petit débat là-dessus qui s'est suivi. Pareil, au moment des attentats en France, hein, le Bataclan et tout ça, moi j'avais en fait ben, des messages qui étaient automatisés, hein. Malheureusement, j'avais du message automatique sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, etc., etc. Et il y a un certain nombre de messages qui sont partis pendant que ben, il y avait ces événements hyper choquants. Et j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit mais attends, comment tu peux envoyer des emailing alors que il y a des gens qui viennent de mourir il y a 2 jours, quoi. Et donc là, c'est vrai que c'est un petit peu des limites de l'automatisation. Il faut faire attention à son image, à soi. Après, il y a la rentabilité. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Alors, ça va, c'est plutôt du côté automatisation. Est-ce que les efforts déployés en termes
économique, mais en termes d'image, vaille le temps. Par exemple, l'envoi automatique d'un message sur Twitter, est-ce que oui, ça permet de générer des prospects ou non? Ou alors, est-ce qu'il faut utiliser des logiciels qui font des copier-coller sur différents groupes, Facebook ou LinkedIn, etc. Alors que ça génère pas de trafic derrière. Donc encore une fois, il faut se dire, est-ce que c'est rentable? Pas forcément en termes d'image, mais en termes vraiment de temps et d'argent. Voilà. Et le dernier point, c'est la concurrence. Ça, c'est le point qui a un petit peu changé, je trouve, par rapport aux dernières années. C'est qu'en fait, les méthodes de growth hacking, tout ce qui était les méthodes un peu limites, les méthodes grises, qu'on voyait surtout dans le domaine du référencement, etc., débarquent maintenant de plus en plus dans le marketing normal. On voit même dans des groupes internationaux, dans des groupes français, des positions de gros hackers, des positions de gens qui sont là pour un petit peu donner plus de souplesse et d'agilité à des grands groupes. Donc en fait, il y a pas mal d'entreprises comme ça qui commencent à casser un petit peu les codes du marché et pas mal d'entreprises reprennent un peu les méthodes des startups, du gros hacking. Par exemple, si vous suivez des sociétés comme par exemple The Family qui mentor beaucoup de startups, les techniques qu'ils recommandent parfois c'est vraiment limite quoi. C'est des techniques de scrapping, de récupération de fichiers. Alors oui, ça marche quand on est une startup, qu'on n'a rien à perdre, parce qu'on se dit de toute façon, soit c'est l'entreprise qui meurt, soit je réussis. Mais c'est se dire que ces méthodes qui sont limites sont pas forcément, commencent à diviser un peu partout, ils sont pas forcément les plus géniales. C'est comme je dis toujours. C'est pas parce qu'ils vous mentent 5 euros, enfin 2 euros pour acheter un pain au chocolat ou acheter une baguette que vous allez frapper la petite vieille et lui piquer son sac à main à côté parce que vous avez envie d'un pain au chocolat. La fin ne justifie pas les moyens. Donc il faut vraiment se poser ces 5 questions-là de manière individuelle sur vous et chacune des questions pour savoir en fait quelles vont être les conséquences à court, moyen et long terme. Voilà. Et je remets toujours en lumière aussi le fait que tout peut bien se passer jusqu'à un certain temps, jusqu'au jour où forcément ça éclate au grand jour. Par exemple, Sanford Wallace, qui en fait était un spammer très connu sur l'email et qui était ensuite spammer sur Facebook. Il avait envoyé des milliers de spams sur Facebook avec du détournement de compte personnel. Entre 2008 et 2009, il était condamné à 27 millions de dollars d'amende. Alors bien sûr, c'est les Américains et ils sont très vraiment à cheval là-dessus, mais il faut vraiment se dire que on peut se faire prendre. Si vous travaillez au niveau européen, moi j'ai travaillé sur des marchés plutôt allemands, plutôt Benelux, français, etc., etc. On voit qu'il y a une notion de la vie privée qui n'est pas du tout la même. Autant en France, on peut se permettre d'aller publier sur quelques forums, on peut se permettre d'envoyer des messages. Autant sur ces pays-là, les pays allemands, etc. Si vous envoyez des emails comme ça que vous avez récupérés sur LinkedIn ou même des emails de gens que vous avez en contact et que vous n'avez pas fait un email depuis des mois. Ça m'est arrivé ça avec une entreprise. J'avais repris toute leur base. C'était l'Allemagne et c'était la Hollande. Et en fait, ils avaient une grosse base qui était un petit peu en sommeil depuis des années. Et comme il y avait un gros lancement, voilà, j'ai pris toute la base et bam, j'ai balancé un message. Et j'ai reçu des messages assez violents de gens qui disaient mais comment vous avez eu mes coordonnées, retirez-moi tout de suite, etc. Alors c'est une mentalité qui est très allemande et qui est très, on va dire, nordique, entre guillemets, anglo-saxonne. Mais donc ça vous dit que c'est pour vous dire que certains pays ne rigolent pas avec ces choix-là. Donc autant en fait en France on a plus de souplesse et vous aurez généralement moins de gens qui se plaignent, autant dans certains pays ça peut être très très compliqué. Voilà, donc je vous fais méditer là-dessus et je vous dis aussi souvent s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un vrai problème et que vous ne devez pas forcément le faire. Alors, ceci étant dit, je vous avais quand même dit au départ que moi j'étais plutôt favorable à l'automatisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut automatiser de manière déontologique? Alors, souvent, je dis que c'est un oxymore, hein, parce que l'automatisation et déontologie, c'est pas forcément les choses qui vont le mieux ensemble, mais il y a quelques trucs qui peuvent quand même être automatisés sans que ça ait un impact majeur sur votre image ou sur le social selling. Alors, j'ai fait quatre propositions vraiment simples, hein. Le premier, en fait, c'est l'automatisation
l'automatisation du suivi des conversions. En fait, sur les médias sociaux, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui est rentable ou pas. Est-ce que si je publie sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, si j'ai une newsletter, si je participe régulièrement à un groupe, est-ce que ça me rapporte quelque chose? Parfois, il y a des gens qui disent ouais, je passe tous les jours 1 heure sur LinkedIn, 1 heure sur Facebook, je like et puis je fais des petits commentaires, mais est-ce que c'est vraiment rentable? Là, en fait, c'est une question qui se pose tout le temps et c'est vraiment important de la mesurer, ça. Et c'est pour ça que, bon, il y a Google Analytics hein, qui existe, mais moi je trouve qu'en fait, il est très compliqué et il convient très bien quand on veut faire des analyses macro, mais quand on veut un truc vraiment simple de savoir, bon, tiens, je lance une action sur les médias sociaux, je fais un tweet, je fais un post, je fais, je sais pas, une campagne d'image, etc. Combien ça me rapporte? Et ben là, en fait, je trouve que c'est pas simple avec Google Analytics et c'est pour ça que j'utilise deux outils, ClickMeter et LinkTracker. Alors, ClickMeter s'écrit CLICKMETER et LinkTracker c'est link comme un lien et tracker c'est TRACKR. En fait, c'est deux outils que j'utilise qui permettent en fait de traquer les conversions et savoir, ben voilà, j'ai posté une image par exemple sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, combien de trafic ça m'a apporté et combien de, je sais pas, ventes ou souscriptions à ma newsletter j'ai fait en fait derrière. Donc ça c'est vraiment important. Alors bien sûr on ne mesure pas l'image, hein, parce que l'image c'est compliqué à mesurer, mais là on voit vraiment le trafic et on voit véritablement les conversions. Le deuxième point que moi j'estime pouvoir automatiser sans aucun impact sur l'image, c'est l'automatisation des nouveaux messages sur Twitter, des nouveaux suiveurs sur Twitter. Tout simplement parce que sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui vous suivent mais qui ne sont pas des vrais entre guillemets personnes. C'est des comptes un peu automatiques. Donc je dirais qu'il y a un compte sur 10 peut-être qui est d'une vraie personne qui est là, qui regarde. Un compte sur 10, un compte sur 20. Un compte sur plutôt un compte sur 10, 2 comptes sur 10, allez, entre 10 et 20% des comptes qui sont vraiment actifs avec des gens qui sont là, qui lisent tous leurs messages. Donc en fait, Twitter, comme c'est un bon message pour diffuser de l'information et entrer en contact avec les influenceurs, c'est comme enfin, il y a plein de gens quand même qui sont pas des vrais utilisateurs, donc ça sert à rien de dire merci de m'avoir suivi pour 80% des gens qui ne sont pas des comptes actifs ou des gens qui sont américains ou des gens qui sont hors cible. Donc en fait, c'est pour ça que moi j'utilise un outil comme Crowdfire, Crowd comme la foule, Fire comme le feu, c'est Crowdfire App qui permet tout simplement d'envoyer des messages automatiques, même d'en mixer plusieurs mixer plusieurs A, B, C, D, et comme ça faire éventuellement même un speed testing, hein, savoir ce qui est cliqué le plus dans vos deux messages. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir mesurer, en plus avec les outils que je vous ai indiqués précédemment, Link Tracker et puis ClickMeter, pour savoir en fait qu'est-ce que ça donne ces deux messages, qu'est-ce qui convertit le plus. Voilà. Après, là on arrive à une troisième pratique qui est un peu plus limite, je reconnais, au niveau de l'image, c'est le relais automatique des articles d'un blog sur Twitter et sur LinkedIn. Alors ça se voit tout de suite hein, quand vous commencez à relayer de manière automatique des contenus. Il y a un taux de lecture que moi je constate, hein, alors je n'ai pas mesuré mais je le constate qui est moins bon. Mais en tout cas en fait ça permet d'avoir au moins du contenu. Parce que la plupart des entreprises qui me disent non mais moi je fais tout à la main, je veux pas d'automatisation. Dans la plupart des cas, ils font quasiment rien, ils font quasiment aucune publication parce que ils ont autre chose à faire, les décideurs ont autre chose à faire, et il y a rarement un community manager qui est là pour motiver tout le monde à publier. Et souvent, il n'y a que allez, 3-4 partages, certes il y a une interaction, certes il y a des likes, des tweets, des relais, etc. etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a très peu de contenu. Donc c'est pour ça que moi je préfère automatiser au moins une partie des contenus avec des outils comme Zapier, Deliverit ou Socialimat qui permettent tout simplement de relayer automatiquement des messages depuis un blog sur LinkedIn, sur Twitter, etc., etc. Le quatrième point, c'est la republication de contenu, articles, blogs sur Twitter, LinkedIn, Facebook. Ça en fait, c'est des choses qui sont quand même assez intéressante parce que souvent quand on a des contenus sur un blog qui sont un peu anciens, on les a publiés puis après ça y est c'est fini. Alors c'est pour ça en fait que moi j'utilise des outils comme Buffer, B-U-2-F-E-R ou Clock Tweets, Clock comme une horloge et tweets comme un tweet,
qui permet d'automatiser la publication de contenu. Et par exemple, je fais un article, je me dis bah tiens, je vais le publier demain, après-demain, puis je vais le publier 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, etc., etc. Et avec Buffer, on peut même voir les articles qui marchent le mieux dans les semaines ou mois qui ont passé. C'est-à-dire que tiens, je vois que cet article-là, il a bien marché il y a 3 semaines, bah tiens, je vais peut-être le reprogrammer dans une semaine. Après, j'utilise également un autre outil qui s'appelle Ravive All Post, donc Ravive comme raviver, Ravive All Post, qui permet en fait sur un blog WordPress, c'est un plugin qui permet en fait de republier de manière automatique un certain nombre de messages. Alors ça peut être un peu dangereux hein, parce que parfois, si vous faites pas attention, il peut publier des messages qui sont un peu has-been, mais en tout cas, c'est vraiment pratique pour remettre en lumière des vieux articles de blog. Voilà, donc j'arrive à la conclusion. Ce que je voulais vous montrer en fait, hein, c'était que l'automatisation n'est pas démoniaque, hein, on peut le faire. Alors ça réduit un peu l'humain, enfin, le relationnel, l'humain dans la relation social selling qui est vraiment très importante. Mais quelque part, il ne faut pas avoir honte d'en faire un petit peu. Il ne faut pas en faire de trop. Si vous en faites de trop, moi je l'ai vécu, hein, j'automatisais beaucoup, je faisais très peu de publications sur les réseaux sociaux à titre personnel. Et les gens me disaient ouais mais attention, c'est la même chose que ton blog en fait, tu es en train de relayer ton blog et je vois pas trop l'intérêt. Et donc c'est pour ça que j'ai fait pas mal de changements là-dessus, en republiant par exemple sur Facebook des informations un petit peu hors sujet. De temps en temps, je publie une musique que j'aime bien, que je vois sur YouTube, et hop, je la mets dessus. Je publie régulièrement des photos. Sur Twitter, ben, j'essaye de relayer les contenus d'autres personnes, donner un petit côté un peu plus participatif, plus humain, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Alors, donc, je voulais vous dire donc l'automatisation et l'optimisation des contenus. Pour moi, ça va être un enjeu dans les 5 premières années pour les entreprises parce que euh, le système d'amélioration de la productivité a déjà touché la production des usines, des entreprises. Elle a touché les services comptables qui sont équipés de logiciels, les gens qui font la paye, les gens qui font la logistique. Et maintenant, en fait, c'est au marketing et aux ventes que l'informatisation va s'attaquer. Moi, j'ai jamais autant vu de logiciels marketing, de logiciels pour les commerciaux qui sont sortis depuis, on va dire 2 ans, 3 ans. C'est un truc de malade. Avant, il y avait quelques éditeurs de CRM. Maintenant, il y a les CRM, il y a les outils de marketing automation, il y a les outils de sales intelligence, il y a les outils de ciblage. Bref, c'est devenu un truc de malade. Et donc, on est vraiment au début de cette informatisation de ces deux professions qui étaient pour l'instant très, entre guillemets, feeling, très sans process, sans logiciel, que sont le marketing et la vente. Donc vraiment, on va arriver dans une optimisation, comme en fait on l'a vu dans tous les autres secteurs, entre les hommes et le matériel, avec une efficacité maximale, hein. Donc c'est vraiment, il faut s'y attendre. Le métier de marketeur, le métier de commercial va fortement évoluer. Il est en train de bouger, en train de switcher là depuis, on va dire, 1 an et demi. Et c'est véritablement plus d'automatisation, des logiciels, plus de process, etc., etc., etc. Mais pourtant, bon, je vais pas non plus dire voilà tiens ça y est c'est fini, maintenant l'humain, l'automatisation a pris le dessus sur l'humain. Non, il faut pas perdre espoir parce que pour l'instant encore c'est toujours l'émotion qui va déclencher la vente, c'est le personnel, c'est les gens qui arriveront à se distinguer. Et même en B2B, en fait, on ne vend pas à des entreprises, on ne vend pas à des machines, ce sont des hommes qui achètent à d'autres hommes. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir de l'émotionnel, de la créativité, du relationnel. Et c'est ça qui est bien aussi sur le web, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière de réussir, il y en a plusieurs. Donc en conclusion, oui, il faut automatiser un certain nombre de choses. Il ne faut pas hésiter à utiliser des petits outils. Il y en a très régulièrement qui existent de nouveaux. Moi, c'est pour ça que j'ai lancé la Star Marketing Academy, hein. C'est tous les mois 1 heure de vidéo pour savoir qu'est-ce qui va en outils, en tendance, en technique, en astuces. Et ben, c'est important d'avoir donc ces outils-là, mais en mettant un petit peu d'émotion, de relationnel, et en ayant la confiance, parce que c'est comme ça en fait que les gens se disent ouais, ok, bah c'est vrai que j'ai confiance à cette personne-là, j'aime son discours, ce qu'il me dit me parle, ça résonne, ça me fait vibrer. Et là, boum, bah, j'achète sous l'émotion en fait. Voilà. Et, ou en tout cas, c'est avec lui que j'ai le plus eu confiance. Moi, j'ai déjà vu dans pas mal d'appels d'offres, hein, parfois on était moins cher, on avait baissé la culotte pour avoir un marché parce que c'était une marque importante, etc., etc. Puis les marques qui vous disent ah non mais de toute façon vous êtes trop cher, ça nous a paru louche, ou oh non mais on a eu une autre marque, ils étaient plus en phase avec ce qu'on voulait, mais on a les mêmes produits quasiment, on a les mêmes discours, mais oui non mais ils ont choisi sur un critère plus émotionnel qu'un critère factuel. Alors bien entendu, encore une fois, ça veut pas tout dire, hein. Parfois, en fait, les gens préfèrent prendre une grande marque
pour justement pas prendre le risque, parce que parfois ça aussi c'est un risque, surtout dans les ventes complexes, dans les ventes B2B, hein. On sera jamais viré pour avoir pris de l'IBM, du SAP, du Oracle, du Salesforce, du FIC, etc., etc. Mais on peut être viré parce qu'on aura choisi un tout petit éditeur challenger et on aura dit bah non mais pourquoi vous avez pris celui-là quoi. Donc c'est toi qui prends le risque de prendre cette solution-là, cet acheteur-là. Et pour éviter ça, justement, il faut mettre de l'émotion, il faut mettre de l'humain. Et ça, en fait, ça permet d'emporter parfois des affaires en se disant non, mais ok, c'est un challenger, mais c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, c'est quelqu'un qui nous a prouvé sa fiabilité, etc., etc. Voilà, donc c'était quelques conseils pour réussir en social selling.